Jeune archéologue fasciné par l'histoire et le monde arabe, il se retrouve en 1914, presque malgré lui, au cœur de la Première Guerre mondiale, face aux Ottomans. Chef de guérilla, combattant pour la liberté d'un peuple qui n'est pas le sien, lors de la révolte arabe. Il est l'un des personnages les plus mystérieux et ambigus du XXe siècle. Il est l'archétype de l'aventurier, une image romantique qu'il s'est lui-même créée, dans son célèbre ouvrage autobiographique devenu depuis un classique de la littérature, Les 7 piliers de la sagesse. Mais alors, comment s'est-il retrouvé là? De sa salle de classe à la révolution qu'il va mener au Moyen-Orient, qui était vraiment T.E. Lawrence, plus connu sous le nom de Lawrence d'Arabie? Et comment, au travers de ce destin incroyable, je vais pouvoir vous parler d'une partie assez méconnue de la Grande Guerre. Thomas Edward Lawrence naît le 16 août 1888 au Pays de Galles. Il descend d'une famille assez aisée, aristocratique, et dès son plus jeune âge, on se rend compte qu'il fait toujours preuve d'une grande curiosité. Et son truc à lui, c'est l'histoire et l'archéologie. Ouais, il adore ça, et ce qu'il passionne par-dessus tout, c'est l'histoire médiévale. Il aime tellement ça que c'est ce qu'il choisit d'étudier. Il entre à la prestigieuse université d'Oxford pour y étudier l'histoire médiévale. Bon, plus précisément le Jesus College, c'est la branche d'Oxford spécialisée pour les étudiants gallois. C'est là aussi qu'en parallèle, il reçoit une formation militaire, ce qui lui sera utile un peu plus tard. Et pendant les étés 1907 et 1908, il assouvit sa passion pour l'histoire médiévale et l'archéologie. Seul et à vélo, il se lance dans un road trip à travers la France et fait le tour des châteaux médiévaux français les plus connus. On dit qu'il pouvait parcourir jusqu'à 200 km par jour à vélo pour se rendre aux quatre coins de la France afin de découvrir par lui-même et étudier les vestiges des châteaux et des fortifications médiévales. On sent déjà l'esprit d'aventure qui va l'habiter toute sa vie. Il se passionne aussi pour les croisades et c'est ce qui le pousse l'été suivant, en 1909, à partir en Palestine puis en Syrie, alors sous domination ottomane, où il part sur les traces des croisés. Ainsi, il visite des hauts lieux de cette période, comme le Krach des Chevaliers, un fort tenu par les Hospitaliers au XIIe et XIIIe siècle. Mais bon, ça, c'est encore une autre histoire. Ce voyage va le marquer. Lorsqu'il entre au pays, le Moyen-Âge, les croisades, tout ça, ça l'intéresse de moins en moins. Maintenant, ce qu'il passionne, c'est le monde arabe. En 1910, après avoir soutenu une brillante thèse, il devient archéologue et saute sur l'occasion pour retourner en Syrie où il participe à des fouilles dans le nord du pays. C'est durant cette période qu'il se lance dans plein de fouilles dans ce qui est aujourd'hui la Syrie, la Turquie, le Liban ou l'Égypte. Et c'est là qu'il apprend à connaître les peuples qui vivent dans ces coins-là. Leurs coutumes, leur mode de vie, leur façon de penser, il est passionné par tout ça. Il apprend aussi à parler parfaitement l'arabe, qui vient donc s'ajouter aux nombreuses autres langues qu'il maîtrise déjà. Le français, l'allemand, le latin, le grec et le turc. C'est là qu'il commence en parallèle sa carrière dans l'espionnage. Au début de l'année 1914, ses photographies, ses relevés topographiques et ses fouilles, situées non loin de lieux stratégiques pour l'Empire ottoman, comme les chemins de fer, servent aux renseignements britanniques. Et à l'été 1914, le monde s'embrase et entre dans la Première Guerre mondiale. La guerre éclate l'été, mais ce n'est qu'en octobre 1914, après quelques mois d'hésitation, que le sultan ottoman Mehmed V choisit de se ranger aux côtés de l'Allemagne, l'Italie et l'Empire austro-hongrois. Avant la guerre, l'Empire ottoman était déjà sur le déclin. Il était déjà très loin de ce à quoi il pouvait ressembler quelques siècles auparavant. En 1914, l'Empire ottoman a perdu quasiment toutes ses possessions à l'ouest en Europe, mais reste solidement ancré au Moyen-Orient, où il s'étend de l'Anatolie au nord jusqu'en Égypte au sud, et déborde de la Méditerranée à l'ouest jusqu'au golfe Persique à l'est. Oubliez donc la Syrie, le Liban, l'Irak, etc. Tous ces territoires sont administrés par les Ottomans. Mais comme je le disais, l'Empire ottoman était déjà bien fragilisé avant le début de la guerre. Et ça va pas aller en s'arrangeant. C'est là que Lawrence entre à son tour dans le conflit. Lawrence est engagé par l'état-major britannique en tant que cartographe et travaille pour les renseignements au Caire. Il doit entre autres cartographier le désert du Sinaï en Égypte, qu'il connaît particulièrement bien. Mais en réalité, le rôle de Lawrence ne va pas être crucial au début. Tout va se jouer plus haut dans la hiérarchie. En 1915, la guerre s'enlise. À l'ouest, le front se fige et on commence à s'enterrer dans les tranchées. Et à l'est, les Russes sont aussi un peu dans la galère. Alors du côté britannique, on s'active pour trouver une solution pour créer un nouveau front. Et quoi de mieux que de s'attaquer à l'Empire ottoman qui jusque-là n'était qu'au second plan dans les combats. En mars 1915, sous les ordres d'un certain Winston Churchill, alors ministre de la Marine, les Britanniques, appuyés par les Français, débarquent dans la péninsule de Gallipoli, en Turquie. Ce que l'on appelle la bataille des Dardanelles tourne au massacre. Le débarquement échoue complètement et 250 000 alliés y laissent la vie.
Un véritable fiasco qui a bien failli anéantir la carrière politique de Churchill. Mais après ça, on n'a plus trop envie de se frotter aux Ottomans. Les Dardanelles ont été vraiment un moment traumatisant de la Première Guerre mondiale pour les Alliés. La marine britannique, considérée comme la meilleure du monde, rater un débarquement, ça la fout mal. Du coup, les Alliés se tournent vers une autre approche. Une nouvelle opportunité d'asséner un coup décisif au sultan se profile au Moyen-Orient. Hussein Ben Ali, alors shérif de la Mecque, négocie avec le haut commissaire britannique en Égypte pour pouvoir fonder un royaume arabe. Il veut créer une sorte de gigantesque royaume qui réunirait une bonne partie des peuples arabes, qui comprendrait la Mésopotamie, la péninsule arabique, la Syrie et la Palestine. Il se base sur ce que l'on appelle le nationalisme arabe, une doctrine née au 19e siècle et qui stipule que tous les Arabes disposent du même héritage, une même culture, une même histoire et une même langue, et doivent par conséquent s'unifier sous une même bannière. C'est un concept qui va un peu évoluer au fil du temps et qui soulève de nombreux problèmes, mais je vais pas entrer dans les détails. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est ce rêve de voir un jour, comme on l'appelle aussi, la Grande Syrie émerger, qui anime Hussein. Un rêve un peu fou mais qui convainc les Britanniques, qui acceptent de le laisser fonder son royaume une fois les Ottomans chassés, avec évidemment en contrepartie de sacrés avantages sur le plan économique. Ouais, sauf qu'en réalité les Britanniques n'acceptent qu'à moitié. Ils leur disent oui sans vraiment leur dire oui, il n'y a vraiment rien de très clair. Et pourquoi? Car à ce moment, les Britanniques ont bien besoin des Arabes. Mais en réalité, ils n'ont aucunement l'intention de céder ces terres aux Arabes. Car avant même la fin de la guerre, les Britanniques, les Français et les Russes s'étaient déjà accordés pour se partager ces territoires entre eux, une fois l'Empire ottoman vaincu. Donc les Britanniques font une promesse à Hussein Ben Ali, alors que dès le départ, ils n'avaient pas du tout l'intention de la tenir. C'est pas vraiment cool ça. Mais bref, les Britanniques décident donc de financer et d'armer une révolte au Moyen-Orient, pour vaincre les Ottomans sans passer par une confrontation directe. On était alors en juin 1916, c'est le début de ce que l'on appelle la Grande Révolte arabe. Les Britanniques souhaitent envoyer un homme pour organiser cette révolte. Et évidemment, le mieux placé pour cette tâche, c'est Lawrence. Il devient agent de liaison et supervise la révolte des différentes tribus arabes, qu'il coordonne entre elles. Ils reçoivent de la part de l'Empire britannique des armes, fusils, mitrailleuses et canons et des fonds. 100 000 livres pour mener cette révolte. Lawrence connaît parfaitement ces tribus, notamment les Bédouins, il les a côtoyés pendant plusieurs années et parle parfaitement leur langue. Lawrence joue alors son rôle et se lance dans une véritable guérilla. C'est tout l'inverse de ce qui se passe en Europe. Il n'y a pas de ligne de front bien délimitée, Lawrence et ses hommes mènent des actions clandestines lors d'attaques rapides. Lawrence combat aux côtés de l'émir Faisal, l'un des fils d'Hussein Ben Ali. Ces combats n'ont pas pour but de directement combattre l'armée ottomane, mais plutôt de les affaiblir. Ainsi, ils mènent des actions de sabotage. Ils font sauter des ponts, détruisent des stations de télégraphe ou s'attaquent à des voies ferrées, notamment les trains qui transportent les armes entre Médine et Damas. Bref, le but était de démoraliser l'armée adverse pour que les soldats arabes qui servaient dans l'armée ottomane ne choisissent de déserter, ou bien juste de rejoindre l'armée arabe. Mais dans les faits, ça ne marche pas trop. En fait, beaucoup d'habitants du futur grand royaume arabe, soit environ 6 millions de personnes, beaucoup soutiennent l'Empire ottoman. La révolution manque de soutien, et l'armée arabe subit des défaites, comme lorsqu'ils échouent à prendre Médine en janvier 1917. De son côté, l'armée britannique, dirigée par le général Edmund Allenby, subit elle aussi des défaites, notamment à Gaza, qu'ils ne parviennent à prendre qu'au bout de 3 tentatives. Mais plus la guerre passe, plus l'Empire ottoman a du mal à financer son armée. Et comme l'armée pro-arabe s'agrandit de jour en jour, c'est cette supériorité numérique qui va faire la différence. Lawrence devient alors un véritable chef de guérilla. Il mène plusieurs coups d'éclat et s'illustre comme un véritable chef de guerre. Il prend alors son célèbre surnom de Lawrence d'Arabie. Il s'est totalement intégré auprès de ce peuple, qu'il considère maintenant presque comme le sien, en dépit de son allégeance à l'Empire britannique. Il vit comme eux, mange comme eux et s'habille comme eux, ce qui ne l'empêche pas d'effectuer son rôle en tant qu'officier britannique. Il reste très attaché à son pays, sauf dans quelques cas, genre la prise de la ville portuaire d'Aqaba, où il lance l'assaut sans demander l'avis de l'état-major. En Angleterre, on reçoit régulièrement les rapports de Lawrence qui racontent ses faits d'armes, qu'il a d'ailleurs fortement tendance à romancer. C'est le début de la légende de Lawrence d'Arabie. Il est promu lieutenant-colonel lorsque Jérusalem est reprise en décembre 1917, juste avant Noël. Un symbole fort qui redonne espoir aux Alliés. Mais malgré son attachement pour son pays, Lawrence n'est pas dupe. Il se rend vite compte que les Britanniques n'ont pas du tout l'intention de laisser ce royaume arabe pour lequel il se bat se créer. Déjà, lorsque les Britanniques reprennent le sud de la Palestine, ils commencent directement par installer leur administration, signe qu'ils n'ont pas vraiment l'intention de partir. Ça commence à sentir mauvais. Mais là où le mensonge éclate au grand jour, c'est lorsqu'en 1917, le régime tsariste est renversé en Russie, qui est donc remplacé par les bolcheviks. Eh bien, ces derniers découvrent que oui, le tsar avait bien négocié avec le Royaume-Uni et la France
pour le redécoupage du Moyen-Orient. Hussein est informé et forcément ça passe mal. Ceux qui s'étaient présentés comme ses alliés avaient en fait comploté contre lui. Mais ça, Lawrence, même si dans ses écrits il se place comme une personne super importante, dans les faits il peut pas faire grand chose. En octobre 1918, Allenby entre dans Damas, ville qui aurait dû être la capitale du royaume arabe. L'Empire ottoman choisit de cesser le combat et signe l'armistice de Mudros le 30 octobre 1918. La guerre se termine le mois suivant, l'Empire ottoman disparaît pour devenir la Turquie, et Lawrence rentre à Londres, où il commence immédiatement à travailler en amont de la future conférence de paix. C'est à Versailles, en 1919, qu'a lieu la conférence de paix, marquant ainsi la fin de la Première Guerre mondiale. Lawrence est évidemment déçu, il s'est battu pour une indépendance qui n'arrivera pas de sitôt. Il demande au moins que le découpage des nouvelles frontières respecte la répartition des différents peuples, ethnies et religions, pour éviter de futurs conflits dans la région. Mais même là-dessus, il n'est pas écouté. Les territoires que combattait Hussein Ben Ali se retrouvent alors exclusivement partagés entre la France et le Royaume-Uni. Pourtant, tout le monde sait qu'aujourd'hui, le Moyen et le Proche-Orient, c'est un territoire où tout le monde y vit en paix et en harmonie. N'est-ce pas? La colère gronde dans la région. La population passe de domination ottomane à domination occidentale. Un conflit éclate alors, c'est la guerre franco-syrienne qui a pour but de faire taire cette révolte. L'émir Faisal est finalement expulsé de Damas par les Français comme un manquerien en 1920. Le rêve de Lawrence de voir ressusciter un royaume arabe unifié s'effondre définitivement. Lawrence est dégoûté, et on peut le comprendre. Il s'est battu pour ses convictions et pour son pays. Et au final, on l'envoie chier. Alors il décide de tout quitter pour retourner à Oxford, mais il devient soudainement populaire en 1920, lorsque Lowell Thomas, un journaliste américain qui avait assisté à la prise d'Aqaba, raconte les faits d'armes de Lawrence pendant la révolte arabe. Il devient alors le centre d'une spirale médiatique. Malgré lui, il devient une star, un nouveau statut qu'il n'apprécie pas vraiment. Et à côté de ça, il sort son livre, Les 7 piliers de la sagesse, 700 pages comptant son épopée au Moyen-Orient. Un livre d'aventure inspiré de sa vie, qui va achever de faire de Lawrence d'Arabie une légende. Son épopée au Levant devient mondialement connue. Problème, aujourd'hui encore on a du mal à distinguer le vrai du faux dans son livre. Car oui, Lawrence aime bien exagérer certains faits à son avantage. Son âme d'aventurier le conduit ensuite à s'engager dans la Royal Air Force sous un faux nom, et lorsqu'il quitte l'armée, c'est la moto qui le passionne. Une dernière passion qui lui sera fatale. Le 13 mai 1935, alors qu'il conduit l'une de ses 7 motos, il est victime d'un grave accident de la route. Il passe plusieurs jours dans le coma, avant de succomber le 19 mai à 46 ans. T.E. Lawrence a vécu plusieurs vies, et toutes l'ont toujours mené vers des aventures improbables. Le gamin obsédé par le Moyen-Âge qui devient archéologue, puis acteur de la Première Guerre mondiale, au cœur d'une révolte pour la liberté d'un peuple qui n'est même pas le sien, avant enfin de devenir l'écrivain, auteur de ses propres aventures, symbole de cette guerre de l'ombre menée dans le désert, encore aujourd'hui méconnu chez nous. Il est devenu l'archétype de l'aventurier toujours en quête de connaissances, malgré certains doutes sur certains moments de sa vie. Parce que oui, Lawrence aimait vraiment enjoliver ses actions. Mais bon, on va dire que toute bonne légende a besoin d'un peu de mystère pour fonctionner. C'est ce voile mystérieux qu'il jette lui-même sur sa vie qui va contribuer à le rendre célèbre, même encore aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'être de plus en plus nombreux à suivre la chaîne, ça a encore beaucoup augmenté dernièrement, donc bienvenue au nouveau. Vous pouvez me soutenir sur Utip ou en souscrivant à la chaîne, allez me suivre sur mon Twitter ou encore mon Instagram, et moi je vous donne rendez-vous dans de prochains épisodes.